Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, certainement l'un des Brésiliens à Paris qui connaît le mieux les terroirs et la gastronomie française. Bonjour Philibert, tu m'as pas dit bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Daniel. Bonjour, je ne pense pas que ça soit vrai, mais bon, ça me fait plaisir en tout cas, et ça me fait encore plus plaisir d'être aujourd'hui dans l'épicentre du business de la bouffe. Je sens qu'on va prendre plein de choses. Et oui, c'est un épisode très spécial car nous sommes aujourd'hui au cœur du plus grand marché de produits frais du monde, 234 hectares dédiés au business de la bouffe, donc forcément on adore. On y trouve quasiment tous les produits alimentaires, des plus accessibles aux plus rares, du poisson, de la viande, des fromages, des fruits et légumes et même des fleurs. Nous sommes avec Stéphane Layani, le président directeur général de la Cemaris, la société d'économie mixte qui gère le marché de Rungis. Bref, nous sommes avec le grand patron de Rungis. Bonjour Stéphane. Bonjour Philibert, bonjour Daniel. Il y a une gastronomie brésilienne. Ah, bon, on aura l'occasion d'en parler parce qu'on a pas mal des sujets aujourd'hui. Bel hommage, on aura l'occasion d'en parler. Alors j'ai juste une petite question Stéphane, dans ce podcast on a l'habitude, c'est devenu une tradition de tutoyer nos invités. Je voulais savoir si c'était possible de te tutoyer. Ça ne me dérange pas, mais ça n'est pas l'habitude pour le président du marché. Et le président du marché, il vient du fond des âges. C'était le prévôt des marchands à l'époque d'Étienne Marcel. Ouais. Ça a été Monsieur d'Orsay, du Quai d'Orsay au 19e siècle. Ah ouais. Et aujourd'hui... moi, je viens de cette longue tradition et quand on me rencontre sur le marché, on me dit « Bonjour, Président ». D'accord. Donc, mais est-ce qu'on peut quand même te tutoyer ? On va essayer. On va essayer. Mais j'ai compris et je vous autorise à me tutoyer. De manière exceptionnelle, c'est un honneur. On va être à la hauteur. Donc justement, Stéphane, on est très heureux d'être ici avec toi, car tout le monde connaît Rungis, tout le monde pense connaître Rungis, mais peu de personnes le connaissent évidemment aussi bien que toi. Donc on va en profiter pour te poser toutes les questions qu'on rêve de poser à ce sujet. Donc on veut aborder son histoire, son rôle, son organisation, ses développements. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va te laisser te présenter rapidement et on veut aussi connaître l'homme et son parcours. Eh bien, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc je préside aux destinées de la Cemaris, qui est l'autorité gestionnaire du marché. Ouais. Et chaque mot compte, c'est que on gère le marché de Rungis et on est une autorité qui régule à la fois la concurrence, l'ordre public, la logistique. D'accord. Et donc, je représente ce marché, le contenant et le contenu. C'est un marché gigantesque, c'est le plus grand du monde. Il est plus grand en taille, ouais. Il est le plus grand en volume, il est le plus diversifié du monde, hein. Il y a toutes sortes de produits, il est le plus grand en termes de référence, il est le plus profond, on dit, ouais. Largeur et profondeur de gamme. Et donc, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Ouais, c'est... Tout ça, on va y revenir en détail, mais ton parcours, comment tu arrives à Rungis? Alors, comment j'arrive à Rungis? En fait, je me suis toujours dit un jour que je m'occuperais de ces gens-là. Donc dans la bouffe, parce qu'on a aussi une question traditionnelle dans ce podcast, c'est pourquoi la bouffe? Donc tu avais une envie de travailler dans ce secteur. Alors voilà, pourquoi? Non mais parlons de Rungis. Pourquoi Rungis? Ouais. Parce que j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps à m'occuper de consommation et d'alimentation. Et un jour, j'ai été jeune commissaire de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, et un jour, il y a un vieux commissaire qui me dit: peut-être qu'un jour, tu iras au secteur de Rungis. On ne parle pas de gérer Rungis. C'était juste une idée des Halles. Et j'habitais Nogent-sur-Marne, et c'est la même époque où on a installé le pavillon Baltard. Le pavillon Baltard. Donc ça m'a beaucoup marqué, et je n'ai jamais oublié. L'idée t'a plu. Il y a eu une espèce de vocation à ce moment-là. J'ai fait plein de choses. J'ai de la chance, j'ai fait plein de choses. Je me suis occupé de l'industrie, des PME, du commerce, de l'artisanat. Je me suis occupé du médicament. J'ai été l'homme qui a fermé les mines avec ES en France. Ouais. Et quand j'ai eu la possibilité de m'intéresser au marché d'intérêt national
le marché international de Rungis. Là, il y a une évidence. Je suis sauté sur l'occasion et je n'ai pas regretté de l'avoir fait. Juste pour préciser les choses, tu as plutôt un parcours de haut fonctionnaire, c'est ça, avec une formation type Sciences Po et NARC. Et, voilà, d'accord, ça c'est ton parcours. Oui, c'est pas comme ça qu'il faut définir les gens. Je pense que moi, je ne raisonne jamais, tu sais, Philibert, je ne raisonne jamais par catégorie. Ça me plaît. Les gens passent leur temps, surtout en France, à étiqueter les gens. En fait, on est, comme le disait Marcuse, pluridimensionnel. Bien sûr. On a tous des tas de palettes. C'est ce qu'on va découvrir dans ce podcast. Et justement, si on arrive, les buts, c'est de parler. Mais j'ai pas honte d'être énarque et de savoir gérer une entreprise. Jamais. C'est important de le rappeler, mais t'inquiète, on va pas y passer très longtemps, c'est fini, on n'en parle plus. C'est justement, si les sujets d'aujourd'hui, c'est Rungis, et donc tu as été nommé président directeur général de la Cemaris en 2012. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé, pourquoi toi, comment on a choisi toi Non, mais c'est assez simple, mais je vous le fais très très court. Je suis arrivé en fin de mandat sur l'Agence nationale de la garantie des droits des mineurs qui s'occupait de traiter les suites industrielles de l'exploitation minière en France, charbonnière, des potasses, etc. Mon mandat n'était pas renouvelable, c'était dans le périmètre de l'APE. J'ai été voir le commissaire aux participations et les différents actionnaires de la Cemaris. J'ai dit, je suis intéressé par l'entreprise. Il y a eu une chasse de tête, j'ai été retenu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Qui nomme le président directeur général de la Cemaris? La Cemaris, c'est une société anonyme. Ouais. C'est le conseil d'administration qui nomme un administrateur parmi les administrateurs de son conseil. Et avec une durée qui est pas déterminée dans le temps, en fait, ça peut être renouvelé. Non, il y a un mandat. Qui a une durée de quoi qui est suffisant. De toute façon, ça, on va y revenir. Hein. C'est passionnant, d'ailleurs, les statuts de Rungis, la société. Mais avant de parler de ça, on souhaitait y revenir sur le commencement et sur l'histoire du marché, et même l'histoire des marchés. Est-ce que tu pourrais, on en profite, parce qu'on se doute que tu connais bien le sujet, nous expliquer de quand date le premier marché de produits frais à Paris, par exemple? Alors, c'est très intéressant parce qu'on est aussi le plus vieux marché du monde. Le plus vieux. Peut-être que la monnaie de Paris est plus ancienne, mais en fait, ce qui s'est passé il y a très longtemps, en 1180. D'accord. Ça date. Ça commence à dater. 12e siècle. Ouais. Il y avait un roi, il s'appelait Louis VI le Gros. Ça s'invente pas. C'est pas le plus connu des rois de France. Et Louis VI le Gros, il s'appelait aussi Louis VI le Batailleur. Mais Louis VI, c'était dans une période qui était déjà assez troublée. Assez troublée. Eh bien, il fait une chose incroyable, c'est qu'il abandonne le privilège de vendre de l'eau de la Seine au prévôt des marchands du marché de la Palue, qui se trouvait à l'île de la Cité. D'accord. Qui est le premier marché. Puis à un moment donné, donc, il passe ce privilège. Qui dit celui qui lève l'impôt, qui paye, commande. Et donc, l'histoire est longue. Peu à peu, l'île de la Cité est trop petite. Et on déplace le marché de la Palue, place de Grève, du côté de l'hôtel de ville actuel de la ville de Paris. D'accord. Pas tout de suite les halles qu'on connaît. Pas tout de suite. Et bon, évidemment, il y a le mélange d'un marché de détail et d'un marché de gros à l'époque. Ils n'avaient pas catégorisé tout ça. Et puis, un très grand roi, qui était Philippe Auguste, décide de déplacer le marché là où se trouvent les halles de Paris, plus exactement du côté de la Fontaine des Innocents. D'accord. Et donc, peu à peu, ça se développe. Ça ressemble, je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Le Parfum, tiré du bouquin de Patrick Suskind. Ça ressemble à ça. Ouais. C'est sale. Il y a des gens qui passent dans tous les... Ça court de partout, etc. Et peu à peu, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Ça s'organise aussi. Ça s'organise. Évidemment, à l'époque, ce qui compte, et on l'a hérité aujourd'hui, ce sont les corporations. Tout ça est tenu par des corporations qui sont
très puissante. Par métier, c'est-à-dire voilà. les maraîchers, enfin les primeurs, les charcutiers. Je vous ai parlé des marchands d'eau. Ouais. Il y a évidemment les produits carnés, avec une aristocratie des produits carnés. C'est-à-dire que les bouchers, c'est les patrons. Ouais. Les charcutiers, c'est un petit peu moins bien. Ah ouais. À l'époque. Oui, bien sûr. Et donc, et souvent, d'ailleurs, ça se retrouve au sein d'une même famille et l'épouse, les charcutières. Évidemment, il y a les maraîchers, il y a les fromagers de l'époque, les produits tripiers. Ouais. Et tout ça, on le retrouve aujourd'hui. Les secteurs que vous trouvez sur le marché physique à Rungis, eh ben, ce sont hérité de ces corporations. Donc ça, ces corporations, elles sont créées après le XIIe siècle, quasiment. C'est ça. Enfin, ça remonte du fond des âges. Mais par exemple, la viande, c'était la jurande de... j'ai oublié le nom du saint patron des bouchers. Et donc, clairement, tout ça se développe. Et à un moment donné... grosso modo, Napoléon Ier dit « ça ne va pas, je voudrais faire quelque chose de plus moderne ». Mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Et son neveu, Napoléon III, a été exilé à Londres. Et à Londres, il découvre la première révolution industrielle et il admire un bâtiment qui s'appelle le Crystal Palace. Et quand il devient empereur, d'abord prince, président et empereur, il dit, en 1853, il dit à son architecte, qui s'appelait Haussmann, et à Baltard, monsieur Baltard. Ouais, c'est ça, le fameux. Qui avait le double rôle d'organiser les fêtes napoléoniennes et d'être l'architecte en chef des monuments. Il dit, je voudrais quelque chose qui révolutionne le commerce de gros à Paris. Et à ce moment-là, Baltard lui livre un bâtiment à côté de Saint-Eustache qui ne plaît pas du tout aux Parisiens. Lui, il avait fait l'école de Rome. C'est pas en béton, mais c'est en pierre de taille, c'est très lourd. C'est massif. Et c'est comme ça qu'on appelle, on le surnomme le Fort des Halles. Et l'expression le Fort des Halles, c'est pas les gens. Alors après, on a dit les Forts des Halles, c'était ce bâtiment, ce premier bâtiment. Qui n'est pas du coup les bâtiments de Baltard après. C'est la première proposition, d'accord. Voilà, et c'est là que le truc est extraordinaire. Napoléon III, ça ne lui plaît pas du tout. En plus, c'est pas populaire, donc ça lui plaît pas du tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Baltard, je veux des parapluies d'acier et de verre. Et c'est pour ça que Baltard, sur ordre, fait 10 pavillons de fer et de verre qui sont très clairs, qui sont très modernes pour l'époque. Et ça va tenir plus d'un siècle. Magnifique. Plus d'un siècle. Jusqu'au déménagement à Rungis, voilà. Les fameux pavillons Baltard. Mais avant le déménagement à Rungis, il se produit... Ce qu'il faut voir, c'est que le commerce est toujours traversé par les évolutions scientifiques et technologiques. Ça n'est jamais un truc immobile. Ça n'existe pas, les choses immobiles. Et donc, il se passe quelque chose au 19e siècle, c'est que on invente le moteur à explosion, et au début du 20e siècle, il y a des automobiles. Et les automobiles deviennent de plus en plus présentes dans Paris, si bien qu'on ne peut plus accéder. Avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, accéder aux Halles à Paris, c'est un embrouillamini terrible. Et le Conseil national de la Résistance dit, ça, il faut sortir les Halles de Paris. Donc ça, cette décision, elle date de 44. Avant la fin de la guerre. Voilà. C'est le général de Gaulle. Il dit, on peut pas avoir une capitale avec un marché, de l'abattage dans Paris. Ça n'est pas possible, etc. Simplement, la 4e République ne sera pas capable de le faire. Et donc, quand il arrive au pouvoir en 58, dès 62, il confie à mon prédécesseur un vieux préfet corse pied noir qui s'appelait Liberbou. Liber, c'est son prénom. Il lui dit, je souhaiterais, cher monsieur Bou,
que vous trouviez un site pour faire des halles modernes en dehors de Paris. Et là, c'est la grande période de l'aménagement et de la construction. Vous avez un monsieur qui s'appelle Paul Delouvrier, qui est chargé d'aménager la région parisienne. Et jusqu'à 62, on va chercher un site. Ouais. On a failli être à Bonneuil. D'accord. Mais Bonneuil était inondable. D'accord. Oui, parce que les critères sont nombreux. On a failli être dans le nord de Paris. Pour une raison que l'histoire a retenue et que je n'ai pas retenue. Et alors, pourquoi Rungis? Qu'est-ce qu'il y a? Et le Rungis, on a choisi un lieu au milieu des champs. Parce que là, on est dans la ville aujourd'hui. Ouais, mais à l'époque, quand on voit les photos de l'époque, de 69, de l'époque du grand déménagement, il n'y a que des champs. Et donc, on choisit un lieu qui est sur un plateau, donc pas inondable, et qui est, et ça c'est un goût de génie du zonage de Paul Delouvrier et des grands aménageurs de l'époque. Je vous rappelle que le sujet de l'époque, c'était de loger beaucoup de monde. On était en pleine croissance industrielle. Il y avait 1 million de rapatriés d'Algérie qui venaient. Et donc, on faisait les grands ensembles. Et donc, Paul Delouvrier et les autres, le préfet de Liberbou, décident de trouver un site qui doit être relié à l'époque d'abord au train. Bien sûr. Et on voit encore, quand on se balade sur le marché, il y avait des lignes de train partout. D'accord, des rails. Ouais. Et d'autre part, qui est branché sur l'autoroute. Et à l'époque, quelles étaient les grandes voies de circulation? C'était la Nationale 7 de Charles Trenet et l'autoroute A6. Après, il y a eu la 86. Et donc, ces atouts ont fait que Rungis est arrivé ici. Alors, ça peut être une longue histoire. L'histoire du déménagement a été une longue histoire. Mais clairement, donc, ce marché, pour revenir à votre question, c'est un marché à la fois extrêmement moderne et extrêmement traditionnel. C'est ça. J'ai bien aimé votre introduction. C'est le plus grand, on l'a dit, mais aussi le plus vieux marché du monde. Ça, c'est sûr. Ouais. Et on voit que les travaux, ils ont duré 5 ans, c'est ça? C'était des travaux assez longs pour une installation, finalement, une inauguration les 3 mars 1969. D'abord, ils n'ont pas été si longs que ça. Simplement, il a fallu parlementer beaucoup avec les gens des Halles de l'époque qui voulaient rester à Paris et qui ne voulaient pas. Ça qui ralentissait un peu les choses. Évidemment, aller à Rungis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a qu'un restaurant, par exemple. Des restaurants que nous connaissons aux Halles de Paris, comme le Pied de Cochon, il n'y en a qu'un seul qui a suivi à l'époque, c'est la Marée. Il y a la Marée qui est à Rungis, qui a un superbe restaurant et où vous mangez le meilleur poisson de Paris. Ben c'est à Rungis. Mais il est venu des Halles de Paris. Et ensuite, il s'est passé un truc en mai 68 qui a fait qu'on n'a pas inauguré en mai 68 le marché de Rungis. Donc on a dû attendre quasiment 1 an pour inaugurer Rungis. Avant de parler de l'organisation de Rungis, des différents acteurs, c'est passionnant. On aimerait juste faire une petite parenthèse intéressante sur les statuts de Rungis et comprendre les statuts de la société. Et avant ça, la mission. Comment tu résumerais la mission de Rungis? Quel est le rôle de Rungis au niveau régional et au niveau national? Nous, on pense que ce qui compte, c'est de partager la valeur des bons produits, la valeur du bon. Partager la valeur du bon, c'est notre rôle. Notre rôle, en fait, c'est d'alimenter la ville durable en bons produits, de qualité, traçables, simples pour les individus, frais et le moins transformés possible. Et donc, le rôle de Rungis, c'est en fait de distribuer, de fournir, de rapprocher pour une agglomération qui est énorme. C'est 15 millions d'habitants, l'agglomération parisienne, tous les produits des terroirs
de France d'abord et du monde entier ensuite. Et l'impact, il est régional ou il est national? Non, c'est principalement régional. On nourrit l'agglomération. Non, les chiffres sont assez clairs. On nourrit 18 millions de personnes. 18 millions de personnes, c'est un peu plus que la région parisienne. On exporte depuis Rungis. Donc Rungis, le chiffre d'affaires cumulé de ce pôle d'excellence alimentaire, c'est 10 milliards d'euros. Ouais. On exporte 1 milliard d'euros à l'international. 10% quand même. Oui. On fait entre 1 milliard et 1,5 milliard selon les années avec ce qu'on appelle la province, en tout cas, et les régions. Et évidemment, tu as raison, et qui me tient à cœur. Le reste, c'est avec le grand nord du pays, et de façon diversifiée. C'est pas comme s'il y avait une concession. On a des clients, on sert nos clients, et ces clients, ils peuvent être dans toute la France, évidemment. Mais il y a un aspect, en effet, tu le dis, régional, parce que je découvrais en préparant le podcast qu'on a ce qui s'appelle des mines, donc les marchés d'intérêt nationaux. Et en fait, il y en a dans plein de régions. Je crois qu'il y en a 17 en France. Et en fait, il y en a 25. 25, je suis même pas à jour. On est 25. L'ensemble du chiffre d'affaires de l'ensemble des marchés d'intérêt nationaux, des marchés de gros de France, et de 13 milliards. Rungis fait 10 milliards. Ah, donc voilà, le poids de Rungis. Donc Rungis, c'est évidemment le plus gros et représente... Mais on est le plus gros aussi, en toute modestie, parce qu'on a le potentiel de population le plus important. De l'agglomération, évidemment. Bien sûr. Et du coup, donc c'est un marché d'intérêt national. Le statut juridique, d'ailleurs, de Rungis, est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Est-ce que ça a toujours été... C'est le seul service public alimentaire. Donc c'est un service public, c'est public. Un vrai service public de distribution alimentaire. Quand j'entends certains de mes collègues de la distribution ou des industries agroalimentaires me dire qu'ils sont des services publics, nous sommes vraiment, c'est dans le code de commerce, un service public et on gère en tout cas l'intérêt général alimentaire. Ça c'est le premier point. C'est la raison pour laquelle c'est très important de le noter. Nous sommes considérés par le ministère de la Défense, par le haut fonctionnaire de défense, comme un organisme d'importance vitale. On est d'accord. C'est stratégique. Rungis, c'est stratégique. Et deuxièmement, évidemment, ce service public, qui est géré par une entreprise publique, la Semaris, est un pôle. J'aime pas le mot plateforme. D'abord, c'est un anglicisme, c'est pas un beau mot, mais nous sommes un pôle qui réunit 1200 entreprises indépendantes de toute taille et où il y a 12 000 salariés qui travaillent jour et nuit sur ce marché. Je dis bien jour et nuit. D'abord plutôt la nuit que le jour. Mais on y travaille énormément. Voilà ce que c'est Rungis. Et donc, l'autorité gestionnaire du marché, elle a plusieurs rôles. Donc la Semaris. La Semaris, c'est d'abord un bailleur. C'est ensuite... Donc elle gère les infrastructures. Voilà, un aménageur. On construit des choses. Et ensuite, on est un commercialisateur. Voilà, le relou. On est un prestataire de services. Et puis, on gère l'ordre public sur le marché. Tous les matins, vous avez, c'est peu connu, 25 000 clients qui viennent et qui repartent. Donc ça, c'est un souci en soi. 7 000 gros porteurs. Faut gérer les flux. On gère beaucoup de flux. Donc, les facettes de la Semaris sont très nombreuses. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'on gère une infrastructure essentielle, qu'on a des contraintes de service public qui sont importantes. Par exemple, lors du premier confinement, on a été là pour alimenter et pour faire tenir la chaîne alimentaire avec l'amont. Et je fais un petit coup de chapeau à mes amis agriculteurs et notamment ceux qui travaillent tous les jours dans les champs pour nous nourrir. Et demain, et aussi avec toutes les circuits de distribution divers et variés. Donc, voilà, c'est ce rôle-là. Nous sommes à la fois le contenant
l'organisateur, le réglementeur. D'accord. Et évidemment, on a une action en matière de marketing, de représentation de notre marché. On va s'intéresser Mais à ça. on n'est rien sans nos opérateurs, Bien sûr. sans nos grossistes. Sans les grossistes. Ils font un travail formidable. C'est leurs produits, c'est leur manière de les faire vivre, c'est leur sympathie, c'est leur optimisme, c'est leur opiniâtreté chaque matin qui font vivre le marché. Et moi, je ne suis qu'un porte-parole. Facilitateur. Voilà. On avait juste une question spécifique sur la société d'économie mixte. En fait, on se posait la question par rapport à ça consiste en quoi exactement et concrètement? C'est pas une société d'économie mixte. C'était son statut lorsque le marché a déménagé. D'accord. Mais depuis de nombreuses années, c'est une entreprise publique. D'accord. Ah, d'accord. Et qui a un statut de société anonyme. D'accord. Donc ça, c'est très clair. Et on se posait des questions par rapport à la gouvernance. En fait, au-delà du président, il y a un comité des gouvernances des Rungis. Comment on pilote une telle activité comme Rungis? Non mais, là, comment vous dire? D'abord, la SEMARI, c'est une société anonyme. Donc c'est géré comme toutes les sociétés anonymes de la Terre. Il y a un conseil d'administration, une assemblée générale, un comité d'audit. Donc là, c'est pas différent du reste du monde. L'actionnaire, c'est l'État. Ouais, voilà, pardon. Il y a plusieurs actionnaires et l'État est minoritaire. Ah, il est minoritaire, d'accord. Mais il a la minorité de blocage. D'accord. Deuxièmement, il y a les collectifs, le département du Val-de-Marne, la ville de Paris et d'autres qui sont en conseil d'administration, le Crédit Agricole. Les autres actionnaires du... Oui, c'est ça, c'est quand. D'accord. Et alors, ensuite, comment on gère le marché? Ça, c'est notre travail. D'abord, évidemment, on a une gouvernance démocratique. Bien sûr. On a un comité technique de concertation qui édicte un règlement intérieur où toutes les parties prenantes, qui est présidé par un grossiste d'ailleurs, Yann Berson, qui prend les mesures en matière de règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est la loi commune du marché. Après, nous avons un certain nombre de paramètres qui font qu'on gère le marché au quotidien. Ils sont très divers. Ils sont très divers et je vais quand même pas vous expliquer par le menu, cher Daniel, mon métier, mais nous avons des petits indicateurs et des moyens d'agir sur le terrain, évidemment. Un des moyens d'agir sur le terrain, c'est d'offrir, par appel d'offres, des emplacements à des opérateurs que l'on choisit en fonction d'un cahier des charges. Ça, c'est un des moyens. L'autre moyen, c'est de réglementer, voire de sanctionner. Je donne un exemple d'actualité. Quelqu'un qui ne porterait pas un masque à Rungis encourt une amende et est verbalisé par les agents de la surveillance générale du marché. Donc il y a plein de petites... C'est une sorte de police interne. On a vu... On les a croisés. on les a croisés, on s'est baladé, on a garé, on a oublié d'émettre les macarons et on avait un petit avertissement sur la voiture. On en parlera hors micro après, il faut qu'on arrange ce problème. Ils travaillent très bien, c'est des anciens militaires et des anciens policiers qui font partie de la surveillance générale du marché, c'est tout à fait indispensable. Ouais, d'accord. Voilà, donc ne croyez pas qu'il y a quelque chose de magique. Et là, évidemment, nous avons des relations avec les entreprises d'abord, ensuite avec les héritiers des corporations qui sont les syndicats professionnels des entreprises, et il y a une confédération de ces entreprises qui est représentée par un monsieur et on discute avec eux, bien sûr. C'est très clair. Justement, pour mieux comprendre par la suite le rôle de la SEMARI, on va l'illustrer. Là, on peut parler un peu plus maintenant, rentrer dans le détail de l'organisation et de parler, par exemple, de tous les acteurs aujourd'hui qui fourmillent toutes les nuits et tous les jours, d'ailleurs, sur le marché. Est-ce que tu peux nous parler donc des différents acteurs, à commencer par ce que vous appelez les vendeurs, les opérateurs du marché, les grossistes? J'aime pas les appeler vendeurs. Je sais pas Nous, on les appelle les opérateurs. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de métiers différents à Rungis. C'est ma question. Il y a énormément de métiers. Il y a, d'abord, à la base, on est un marché de producteurs.
Quand on parle de circuit court, on est le premier circuit court. Pourquoi ? Parce que nous avons plus de 400 producteurs sur le marché. Sur le carreau des producteurs ou... Partout. Partout, d'accord. Partout, parce que la réalité, bien sûr, tout le monde préférerait avoir une vision de l'alimentation à la Marie-Antoinette, avec le petit Trianon, le potager de Versailles, etc. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il y a beaucoup de gradations. À la base, si on parle de la production, par exemple, on a le carreau des producteurs. Le carreau des producteurs, vous avez 80 producteurs d'Île-de-France. Ouais, on allait le voir tout à l'heure. Ouais. Qui viennent, surtout en saison. La saison, là, c'est pas tellement c'est pas... maintenant, c'est plutôt de juin à fin octobre, qui viennent tous les matins apporter leurs produits. Nous avons de même 80 producteurs de fleurs et de plantes en pot qui viennent le matin au C1 apporter leurs produits. Mais après, vous avez des gens qui sont des producteurs qui ont une activité de distribution. Vous avez des coopératives agricoles qui sont sur le marché et qui sont présents soit sous leur nom. Je vous donne un exemple. Blue Whale, c'est une coopérative agricole de pommes. D'accord. Ils sont sur le marché, ils vendent leurs pommes toute l'année. Ce sont des agriculteurs, ils les distribuent. Et parfois, vous avez des coopératives qui font travailler, par exemple, dans le secteur des produits laitiers, des sociétés différentes. La coopérative laitière des fermiers du Cotentin, eh bien, est sur le marché, vend du fromage, et ce sont des produits d'agriculteurs. Donc là, elle vend les produits... Alors, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Vas-y. Philibert. Alors donc, ça, c'est la deuxième gradation. Après, il y a ce que nous appelons à Rungis, mais c'est très ancien, les mandataires. Les mandataires, c'est des gens qui ont un contrat de mandat avec un agriculteur pour vendre leur récolte. Donc ils disent, Daniel, tu as une récolte de carottes ou de tomates, eh bien je vais te la vendre. Et ils prennent, ils vendent le truc et ils s'arrangent. Avec une commission, voilà. Et là, c'est les commissionnaires. Ceux qui ont une commission, les mandataires. Les mandataires. Les mandataires, ils sont mandatés pour vendre cette récolte. Et après, dernier point, il y a les négociants. Et ces négociants, eux, ils achètent et ils revendent. Les grossistes. Ça, c'est les vrais grossistes. Et après, c'est pas terminé. Vous avez toutes sortes de métiers. Parce que souvent, puisqu'on a le temps, je vous l'ai dit. C'est très intéressant. On apprend plein de choses. Souvent, l'image qu'on a du grossiste, c'est celui d'un intermédiaire. C'est faux. La plupart du temps, c'est un transformateur. Bien sûr. C'est un transformateur. Pourquoi ? Parce qu'il a un truc brut. Il faut de toute façon qu'il le détaille, qu'il le mûrisse, qu'il l'améliore. Dans la fraîche découpe, maintenant, qu'il le découpe. Oui. Et donc, ils ont souvent, il y a un certain nombre d'entreprises à Rungis qui travaillent sur la transformation, dans la découpe, que ce soit la découpe du poisson, les sushis que vous mangez, que ce soit il y a l'affinage des fromages. Voilà, exactement. Il y avait des caves à fromage dans les sous-sols du pavillon au fromage. Voilà. J'ai vu un reportage hier, en effet, dans les poissons, je ne savais pas, c'est qu'en effet, certains grossistes font le filetage, vendent. Donc, en effet, comme tu le dis, les grosses pièces, pour certains clients, ils les passent en filet. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers, je ne savais pas du tout, des ateliers de transformation à Rungis. C'est ça qui fait qu'on... Si on était simplement un type qui prend de l'argent au passage, on aurait disparu. Il y a de la valeur. C'est parce qu'on apporte de la valeur ajoutée, que c'est un marché à haute valeur ajoutée, que ça marche. Et c'est pas terminé. Vous avez ensuite 3 métiers qui se sont développés depuis les années 90-2000. Le métier de logisticien. Ce sont des transporteurs dont le métier est de livrer. Et aujourd'hui, avec le développement du commerce électronique, vous voyez bien que ça, c'est un métier qui se développe énormément. Et leur métier, par exemple, l'Astef, ou transporteur en froid, Chronofresh, ou Delifresh, ce sont des transporteurs. Donc, ils sont présents au sein de Rungis. Rungis, on a un avantage considérable que les autres n'ont pas, c'est qu'on a le stock et la logistique. Ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est un truc
très difficile à réunir sur un même lieu. Et ça, grâce à tous mes prédécesseurs, je l'ai. Et troisième métier qui s'est développé, très important, c'est ce qu'on appelle les grossistes à service complet. Souvent, les gens qui méconnaissent en réalité nos métiers comparent Rungis avec Métro. C'est une erreur. Métro, c'est un client à nous. Et d'ailleurs, je lui construis bientôt un 15 000 mètres carrés. Il va être présent à Rungis. Voilà, il est présent. Il est déjà présent. Il m'achète 60 000 tonnes. Et ensuite, il est grossiste à service complet. C'est-à-dire que soit dans ses magasins, soit en livrant, soit par le commerce électronique, il apporte aux restaurateurs un service. Mais il y en a d'autres. Il y en a plein. Il y a les Vergers Saint-Eustache, il y a Mandar, il y a Le Delas, il y a Transgourmet, j'en oublie certainement. Il y a Break, qui va bientôt venir. Je suis en train de leur construire un gigantesque entrepôt Cisco à l'entrée du marché. Donc ça, c'est un autre métier. Ça consiste à dire, ne t'inquiète pas, je fais les courses pour toi et je vais t'apporter ces produits dans ton restaurant tous les matins, sans que tu te poses la question de savoir... je m'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Et enfin, dernier métier qui est très présent, ce sont les courtiers. Ce sont des salariés, c'est des gens, des individus... Qui font des affaires. Qui vont et qui disent je vais acheter ça, et ils retrouvent des vendeurs. Voilà, tous ces métiers-là. Beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine. Il y a une cartographie assez complète des différents métiers. Voilà, et alors, autour de tout ça, pour faire fonctionner tout ça, c'est pour ça que je dis toujours, Rungis, c'est une ville dans la ville, eh bien, il faut des banques, un centre médical, une crèche, tout à l'heure. On a tous ces services-là, des accessoiristes, très importants. Il faut acheter des blouses, des vêtements de travail. Des couteaux, du matériel, bien sûr. Et tout ça se retrouve sur ce pôle d'excellence que vous retrouvez nulle part ailleurs. Si vous n'avez pas un produit alimentaire ou un produit pour la cuisine, vous le trouvez forcément à Rungis. C'est clair. On a parlé des opérateurs du marché et on apprend beaucoup de choses parce qu'on ne connaissait pas toute la diversité de ces opérateurs, mais on voudrait aussi mieux connaître les acheteurs, les profils des acheteurs, qui sont ceux qui viennent au marché, et je pense que c'est aussi une énorme diversité. On doit avoir différents types d'acheteurs qui viennent à Rungis. D'abord, on vend aux professionnels. Ça, c'est la chose la plus importante à dire, c'est que nous ne vendons pas aux particuliers. Et on n'a pas l'intention de changer de métier. Bien sûr. Que les choses soient claires. Maintenant, bien évidemment, quand vous allez chez votre primeur, vous pouvez trouver des produits de Rungis. Quand vous allez chez Monoprix, vous pouvez trouver des produits de Rungis. Quand vous allez... chez votre restaurateur, vous pouvez trouver des produits de Rungis. Quand vous achetez sur un site de commerce électronique qui a un accord avec la Semaris, sur la marque qui détient la marque Rungis, eh bien, vous pouvez trouver des produits de Rungis. Et donc, que les choses soient claires, évidemment, ces produits qui ont été faits à un moment donné par un agriculteur, qui ont été transformés ou vendus par Rungis, vous les retrouvez, avant de les retrouver sur votre table, et ça passe par un réseau de distribution. Et nous, on est d'abord, la chose qu'il faut savoir, Daniel, c'est qu'on est d'abord la centrale d'achat du commerce de proximité. Notre marque de fabrique, c'est que 65% de nos ventes, on les fait avec les petits commerçants, les commerces de centre-ville, de centre-bourg, et avec les marchés de plein vent. Ils sont très dynamiques. Les restaurants. Et les restaurants. Voilà, pardon. Les restaurants. Et ça, c'est 65% de notre chiffre d'affaires. Le reste, c'est pour 1 milliard, une dizaine de pourcents, la grande distribution. Et 1 milliard, l'export. Donc là, avec ça, on fait l'ensemble de notre chiffre d'affaires. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous ne sommes pas dans l'exclusif. C'est un marché. On vient au marché et on peut acheter dessus. Et donc, quand vous trouvez, par exemple, dans la grande distribution, des produits très spécifiques qui ne peuvent pas faire transiter par les circuits longs. Les circuits longs, c'est quoi ?
c'est pas la distance, ce sont les centrales d'achat. Parce que là, il y a une centrale d'achat, par exemple, qui est à Marseille, qui va faire le poisson. Une autre qui est à Nantes, qui va faire les oranges. Une troisième qui fait les bananes, qui est à Dunkerque. C'est ça. Ça, c'est l'organisation de la grande distribution. Voilà, c'est ça. Alors que les mines, normalement, on a vocation à rayonner localement. Ça, c'est très important parce que là, tu casses une idée reçue, c'est que Rungis, finalement, fournit plus les petites structures. Ah, c'est sûr. Et ça, finalement, la grande distribution, est-ce qu'il y a de la grande... Oui, tu l'as dit, 1 milliard, mais finalement, c'est minoritaire, parce que la grande distribution a sa logistique. Non, mais la grande distribution, ça n'est pas le diable. Les Français vont dans la grande distribution. On est d'accord. Il faut arrêter de vivre avec des petites catégories. Les gens préfèrent aller au marché. Malheureusement, ils peuvent pas tout le temps aller au marché selon les catégories socio-professionnelles. Les actifs, ils y vont 1 fois par semaine. Les inactifs, les retraités ou les gens qui sont à la maison, ils peuvent y aller plusieurs fois par semaine. Ensuite, on est très attaché à avoir des spécialistes. Les spécialistes, ceux qui connaissent le métier, c'est le boucher, le charcutier, le crémier, le primeur, le fleuriste. Et ça, les Français montrent tous les jours qu'ils sont attachés à ça parce que en ce moment, Rungis gagne des parts de marché, tandis que la grande distribution est en train d'en perdre. D'accord. Donc clairement, mais enfin, on vend à tout le monde. Bien sûr. Et si Leclerc, Intermarché, Système U, mais même Carrefour, Auchan, Monoprix veulent acheter sur le marché, c'est ouvert à tous. Et ils achètent tous. Toutes les centrales achètent. En fait, ce qui se passe, c'est que leur système, c'est les gros volumes. Donc les gros volumes, ils ont tendance à les acheter en direct eux-mêmes avec la contractualisation. Maintenant, quand ils voient que c'est la saison de la fraise et qu'ils veulent une fraise de qualité, ils vont venir la choisir à Rungis. C'est important de clarifier ces choses. Tu parlais des 10% donc des ventes de Rungis qui sont destinées à la grande distribution. Tu sais combien ça représente côté grande distribution? C'est 10% pour toi, c'est rien du tout, c'est même pas 1%. C'est rien du tout. De leur goutte. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la part de marché de Rungis à Paris et en France. À Paris, nous avons une part de marché qui varie entre 53% et 65%. C'est énorme. Donc, quand vous mangez à Paris, il est fort probable que le produit soit passé par Rungis. Il a pu passer par d'autres mains, mais il est fort probable qu'il soit arrivé à Rungis. Ça, c'est clair. En revanche... Tout circuit confondu, c'est la grande distribution, ça, c'est une étude qui a été faite par Jérôme Gallo, l'ancien directeur de la concurrence et de la consommation, qui est une étude qui n'est pas payée. C'est une étude... d'un type de la Cour des comptes qui est sérieuse. Donc, comme toujours, ce que fait la Cour. Deuxièmement, sur la France, la part des marchés de gros ne dépasse pas 15% de part de marché. Voilà, la messe est dite. Et c'est vrai que une des grandes caractéristiques qu'il faut avoir en tête, c'est très important de l'avoir en tête, c'est que la distribution alimentaire en région parisienne n'est pas du tout la même que la distribution alimentaire en région. Oui. En région, ça fait longtemps que le libre-service et les grandes surfaces ont gagné la partie. Et surtout, dans les villes de moyenne importance. Je ne parle pas des grandes métropoles. Je parle des villes de la taille de Thiers en Auvergne, par exemple. Ouais. Et donc là, évidemment, c'est le continent. Non, ça trahit mon âge. C'est le carrefour local qui gagne la partie. En revanche, à Paris, la loi Royer a été relativement efficace. Et toutes les mesures qui ont été prises en matière d'urbanisme commercial ont été relativement efficaces. Le petit commerce a survécu. Mais il a survécu d'abord parce qu'il avait comme base arrière Rungis qui lui donnait de la qualité. Et surtout parce que, là aussi, l'histoire permet d'expliquer ce qui s'est passé. En 69, on crée les mines. En 62. En 69, on déménage à Rungis. Au même moment, l'épicier de Landerneau crée le libre-service. Leclerc. Leclerc.
c'est un génie. C'est un génie. Il faut arrêter il a créé quelque chose qui... mais au même moment, vous avez Eurodoc, la constitution des grands groupes, Auchan, à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, Carrefour, mais ça s'appelait pas Carrefour. Ouais. Et donc, clairement, c'est au même moment que ça s'est passé. Et, c'est très important de le noter, c'est que la croissance différentielle de la grande distribution par rapport au petit commerce a été supérieure. D'accord. Et donc, des années 70 aux années 90, il y a eu une perte du petit commerce, une disparition du petit commerce. Partout en France. Partout en France. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les petits commerçants, les commerces de proximité, ont dit le seul moyen de nous différencier des grandes surfaces, c'est de faire de la qualité. Et donc, ils nous ont demandé de la qualité. Et c'est comme ça que Rungis est devenu un marché premium. À l'époque, entre 70... D'ailleurs, quand vous interrogez une vieille personne, si elle veut dire que quelque chose est mauvais, elle dit ça vient de Rungis. Parce que entre 70 et 90, les marchés étaient des marchés de dégagement. C'est-à-dire que on vendait d'abord à la grande distribution qui était considérée comme moderne, et le reste, le dégagement, allait dans les marchés de gros. Eh bien ça, grâce à mon prédécesseur, principalement, eh bien, ça a été changé. Ça a été changé, et peu à peu, et moi j'ai continué dans ce sens, en fait, nous, on a décidé de faire du travail sur la qualité, et ça a été tout le travail de 93 à 2012, l'année où je suis arrivé. La qualité passe par Rungis. Et on a fait un travail énorme. Donc, il y a un positionnement des produits qui est volontairement supérieur à ce qu'on peut trouver dans les autres filières. Volontairement supérieur, mais qui est possible économiquement. Parce que tout ça dépend du pouvoir d'achat des gens. Et en fait, en région parisienne, le pouvoir d'achat est un peu supérieur à celui qu'il y a dans le reste du pays. On ne le dit jamais, mais c'est la vérité. C'est pour ça, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Pendant qu'à Plérin, je ne leur jette pas la pierre, le kilo de cochon ne rémunère pas l'éleveur, à Rungis, les cours du cochon sont assez élevés parce que nous avons encore un réseau de charcutiers traiteurs qui est assez dense. Donc c'est important de préciser que c'est deux filières différentes, hein, cette distribution via Rungis et la distribution, enfin l'organisation de la grande distribution, et qu'on a priori, alors on pourra faire un débat avec Michel-Édouard Leclerc, mais en effet, il y a un positionnement assumé. Je le connais bien, je me doute. Mais il est trop fort. Ouais. On s'intéressait aussi, on a parlé du carré des producteurs, donc les produits d'Île-de-France, mais on suppose que ça représente une petite partie des produits qui sont là. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une précision par rapport à l'origine de ces produits? Quel pourcentage qui vient plutôt d'Île-de-France? Quel pourcentage qui vient du reste de la France et de l'étranger? D'abord, beaucoup de choses sont dites sur le local, mais il y a énormément d'erreurs. Donc moi, j'aimerais bien mettre l'église au milieu du village. Parlons-en. Profitons-en. La production agricole et alimentaire, elle est là pour assouvir des besoins alimentaires. Donc il faut toujours mettre en face des tonnages de production et des besoins alimentaires. Et là encore, Paris et les régions, c'est pas du tout la même chose. En région parisienne, Rungis fait la plus grosse partie, je ne vous donnerai pas les chiffres, mais les chiffres sont clairs, fait la majeure partie de l'agriculture locale d'Île-de-France. C'est à Rungis qu'on trouve le cresson de Méréville. C'est à Rungis qu'on trouve les pommes et les poires Vassou. C'est à Rungis qu'on trouve les herbes de la maison Chevet, etc., etc. C'est à Rungis qu'on voit les tomates extraordinaires de monsieur De Vos. Donc ça, on les trouve sur le carreau des producteurs. Au carreau des producteurs.
Et donc, tout ça, c'est un Rungis. Et pourtant, quand on demande à la direction régionale de l'agriculture, qu'est-ce que ça correspond plus de 50% des productions concurrentielles. Parce que si on compare des choux et des carottes, évidemment, c'est encore des chiffres faibles. Hein. Mais la production agricole en Île-de-France, c'est du blé et de la betterave. C'est peu de maraîchers et peu d'arbres fruitiers. Pas une grande diversité. Ouais. Et pas une grande diversité. Et donc, quand on demande à mon collègue Benjamin Bossan, le directeur régional de l'agriculture, c'est quoi la part des besoins alimentaires de l'Île-de-France, ce carreau des producteurs, il me dit, avec gentillesse, en comptant fort, c'est pas plus de 2,5% des produits, des besoins alimentaires des Franciliens. Donc, l'idée que l'agriculture urbaine, l'agriculture locale puisse nourrir les Parisiens et les grandes agglomérations, c'est faux. Sinon, on mangerait des salades et du blé. Quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ce matin, vous êtes allés, il y avait des salades. Oui. Ça, c'est sûr. En ce moment, ça, on va trouver. La plaine de Montesson, elle nous donne des salades. Mais on peut augmenter le pourcentage. Par exemple, si on convertit plus d'exploitation, on travaille beaucoup avec la ville de Paris, avec la région, avec la chambre régionale d'agriculture sur ces sujets, ben on va passer de 2 à 5%. Oui. De toute façon, on n'a pas si le fond. Si on fait x10, on sera à 20%. Et voilà. x10, ce sera un effort Exactement. incroyable. Alors, ce que je dis habituellement, Philibert, c'est que si on veut parler de local pour la région Île-de-France, il faut avoir un périmètre de 250 km autour de Paris. Sinon, on n'a pas de foncier pour avoir cette diversité-là. Alors là, moi, je considère... D'ailleurs, à vrai dire, Orléans, peut-être que c'est en agglomération. C'est dans une autre région, ça pourrait être en Île-de-France. La Normandie, Le Havre, l'ex-premier ministre l'a dit avec Anne Hidalgo, c'est la région parisienne. Et donc, clairement, déjà, les produits locaux à l'échelle européenne, eh bien, c'est la France. Il faut arrêter avec ce concept locavore qui a un côté rikiki, mesquin, restreint, étriqué. Les produits locaux, c'est les produits français. Parce que nous sommes dans une Union européenne, qu'il faut mieux se réunir et se rassembler au niveau européen, et que notre agriculture française a beaucoup bénéficié de la politique agricole commune. Notre agriculture, c'est une agriculture au niveau européen. Mais c'est très intéressant cette information-là, parce qu'on a souvent cette discussion avec des invités qui sont parfois très engagés et qui prônent pour une alimentation durable et surtout locale. Mais tu nous donnes des chiffres qui sont flagrants, en fait. C'est que on ne pourrait pas manger local. Moi, ce qui me frappe, mais je n'attaque personne, c'est que ceux qui parlent de ces sujets ne sont pas documentés. Moi, je reste... Donc, je ne dirai pas qui parle de ces sujets. Souvent, ce sont des utilisateurs. Mais moi, j'ai une approche scientifique des sujets. Et donc, il faut d'abord regarder les statistiques, regarder la géographie, regarder l'économie. Ensuite, bien sûr, il y a un très fort besoin d'agriculture locale. Et une des raisons pour lesquelles il y a besoin d'une agriculture locale, c'est que il y a une crise de confiance sur l'alimentation et que les gens se disent, si je prends des produits locaux de mon maraîcher proche, eh bien, je prends moins de risques pour ma santé. Et c'est pour ça que je dis, Rungis, qui est le marché le plus sûr du monde, ainsi que l'avait dit la patronne de l'OMS, Margaret Chan, le plus sûr du monde, eh ben, ça vous garantit cette sécurité pour votre santé. Donc je pense que votre boucher de proximité, ça vous garantit votre santé. Votre crémier, il vous garantit votre santé. Votre primeur, il vous garantit votre santé. Moi, je crois que c'est très important. Évidemment, les gens sont désorientés, ils ont peur, ils veulent du local. Et je suis d'accord pour leur en donner. Simplement, est-ce qu'ils veulent du local en hiver quand la France ne produit rien?
pas grand-chose. Surtout l'île de France. Ouais. Non, mais là, en ce moment, alors, vous parlez de produits festifs, c'est formidable. On fait des rutabagas, beaucoup de cucurbitacées, des courges, des citrouilles, les champignons, etc. Mais on ne peut pas manger tous les jours des cerfeuils tubéreux. D'abord, ça coûte trop cher. Et ensuite, c'est compliqué. Donc, je le dis à vos auditeurs, il faut raison garder. Moi-même, je suis assez militant. Je suis pour une alimentation durable, bio. Je pense que la transition écologique est incontournable. Simplement, il faut être réaliste. Et pourtant, elle tourne. C'est passionnant et en fait je vais un peu on a une trame et je vais changer un peu la question parce que Philibert sera peut-être pas content avec moi. Vas-y tente. Mais comment on enchaîne là, c'est un sujet de fond très intéressant et il y a peut-être un deuxième sujet de fond, comme ça on peut les aborder tout de suite. C'est le circuit court. C'est les circuits courts, mais j'allais le faire, qui s'est lié à ça et on a même des questions. Donc nous on a l'habitude, on a une communauté qui est très engagée et avant les épisodes on leur demande de poser des questions à nos invités. Donc évidemment on avait les présidents des Rungis, il y avait quand même pas mal des questions, on a sélectionné quelques-unes. Il y avait pas mal autour du circuit court direct producteur. Il y a notamment Alice Lindro via LinkedIn qui nous pose une petite question sur la croissance des circuits courts direct producteurs. Quel rôle peut avoir les marchés des Rungis auprès du grand public? D'abord, nous, on est très favorable au circuit. D'abord, on est le premier circuit court. On est très favorable au circuit court. On est très favorable au direct par les agriculteurs. Je rappelle que la Cemaris gère Rungis, elle gère aussi le marché de Toulouse. Aussi. D'accord. Et au marché de Toulouse, on montre plein d'exemples avec une ceinture maraîchère autour de Toulouse où on fait pratiquement du direct. Il y a plus de 400 agriculteurs, presque autant qu'à Rungis, sur le marché de Toulouse. Et donc, clairement, nous pensons que c'est quelque chose de très bien. Nous sommes bienveillants. Nous ne sommes pas du tout en lutte sur des modèles. On pense que les valeurs de service public de Rungis et de la Cemaris, partager la valeur du bon, c'est une très bonne chose pour les Français. Mais nous sommes bienveillants. Donc les circuits courts, on est d'abord un circuit court. Ensuite, quand il y a des agriculteurs qui viennent nous demander, nous poser des questions sur ces questions-là, on leur dit venez massifier vos produits à Rungis pour les revendre. C'est quand même la meilleure solution. Ou venez les massifier à Toulouse pour les revendre sur un marché. C'est pas la peine de réinventer la poudre. C'est plus efficace. Quels sont les intérêts de la massification? C'est plus économique, forcément. C'est plus écologique aussi. Le problème de fond, il y a un cas, mais n'y voyez pas une critique parce que moi, j'ai plutôt du respect pour les agriculteurs qui essayent de s'en sortir tous les jours. Et je peux vous dire, quand je suis à la campagne, il y a un drive fermier, je vais au drive fermier. C'est très bien. Simplement, il y a plusieurs avantages au marché. Le marché, ça permet d'avoir des produits toute l'année. De ne pas manger toujours, on est une gigantesque AMAP, on peut manger autre chose. L'autre fois, j'étais avec des sénateurs socialistes et écologistes, et ils m'ont dit, on en a marre des AMAP. S'ils savaient que je peux dire des noms. Je dirais pas. C'est ancien. Et donc, il y a prescription. Et donc, clairement, peut-être qu'à un moment donné, on ne veut plus manger de réfort toutes les semaines et de la pomme de terre mal conduite toutes les semaines. Donc, ça a cet avantage-là. Ensuite, le produit, je vais faire de la peine aux gens. Le produit n'est rien. Ce qui compte, c'est la logistique. C'est d'aller le trouver, le produit, et de l'amener sur la table du consommateur. C'est le seul vrai sujet. C'est celui-là qui coûte de l'argent. Or, à chaque fois que vous avez une rupture de charge, ça coûte plus cher. Et donc, moi, je conseille de ne pas investir dans des nouvelles plateformes, puisqu'il y a 25 marchés de gros en France. Il suffit de faire des carreaux, de généraliser les carreaux des producteurs, de les offrir
de façon avantageuse aux agriculteurs qui veulent venir vendre leurs produits et de les retrouver sur nos tables. On trouve que c'est la meilleure solution. Maintenant, quand il y a des chambres d'agriculture ou des agriculteurs qui viennent me voir pour dire « Est-ce que tu pourrais nous aider avec ton know-how pour telle ou telle légumerie ?» Mais ok, pas de problème. Simplement, comme je suis à la tête d'une société, je regarde toujours le business model et la rentabilité. Bien sûr. Et donc, c'est ça le fond du sujet, c'est que si on oublie, il faut pas que ça soit une histoire racontée aux enfants. Si on oublie que toutes ces affaires doivent faire l'objet d'une vraie rentabilité, eh bien, ça ne marche pas à long terme. Tout travail mérite salaire. D'abord, il faut voir que dans les exploitations, les gens ont des tout petits revenus. Il faut quand même regarder les choses en face. Alors, si la personne qui travaille déjà 18 heures par jour doit en plus le matin se lever tôt pour aller dans un truc où il y a personne qui passe, je trouve que c'est con. Et c'est un autre métier. Produire, c'est un métier. Distribuer, c'est un autre métier. Et en effet, si ça capte beaucoup de valeur, c'est le producteur pourrait être perdant. On a une autre question qui va dans le même sens de Thomas Rose via Instagram qui nous dit: est-il toujours pertinent de centraliser sous forme de hub la production alimentaire française? Donc il n'y a pas d'autre moyen. Ouais. C'est-à-dire que pour votre interlocuteur, je vais rappeler quelques chiffres. En moyenne, le légume qui sort de Rungis coûte, hors taxe, 1 € le kilo. C'est très faible. Ça veut dire que le métier des grossistes là-dessus, c'est un métier de centimier. Et donc, le seul moyen d'avoir un salaire correct, c'est des volumes très importants. Donc, une toute petite production, eh bien, à partir du moment où Madame Michu, dans le 16e, qui va sur le marché du boulevard Raspail, n'est pas prête à payer. Voilà, c'est ça. Ce que tu dis. Sinon, il faudrait que le consommateur soit éduqué. On a des modèles, on interviewe et on en parle souvent dans le podcast de Terroir d'avenir que tu dois connaître, qui a un modèle qui source en direct et qui d'ailleurs utilise, j'ai échangé avec Samuel il n'y a pas longtemps même, le carreau des producteurs. C'est des gens très bien, Terroir d'avenir. Donc eux, ils massifient eux-mêmes, mais c'est vrai qu'économiquement, ça leur coûte plus cher. Ils sont venus me voir pour chercher malheureusement, j'avais pas un entrepôt, l'outil dont ils avaient besoin, mais clairement, nous, on est dans le service public. Service public, ça veut dire égalité devant le service public, ouverture, continuité du service public, etc. Toutes les valeurs du service public. Et donc, je vous dis, moi, je veux bien. Simplement, ce que l'on constate, c'est que le français n'est pas prêt, malheureusement, à subventionner son agriculteur avec une marge plus importante. Bien sûr, il y a eu il faudrait vendre plus cher pour valoriser ça. Ce que peut faire Terroir d'avenir, parce qu'il s'adresse à une certaine population, mais ça nourrirait pas l'Île-de-France. En même temps, en parallèle, je suis 100% d'accord, on va pas nourrir la France avec les circuits courts, direct producteurs partout en France, mais on voit des plus en plus... On peut en faire. Mais il faut éduquer le consommateur. Ça ne me gêne pas du tout. C'est pas... Daniel, je vais te dire, ça n'est pas du tout un problème. Simplement, par exemple, pour la population francilienne, Rungis est incontournable. On ne peut pas vivre sans. À Paris, je pense que c'est surtout à Paris les cas. On voit souvent des agriculteurs et surtout une nouvelle génération d'agriculteurs qui se disent « Moi, je veux voir différents métiers. Je suis agriculteur, mais je suis aussi transformateur. » Donc, ils commencent à transformer sur place. Et certains ont une fibre commerciale. Ils développent leur activité commerciale pour garder un maximum des marges de leur côté et pouvoir en vivre mieux. Donc, je pense qu'on aura la place pour ces développements-là. Mais comme tu dis parfaitement, à Paris, ça sera compliqué parce qu'on n'a pas assez des producteurs autour de nous, quoi. Et si on enchaîne, Philibert, je sais que on a complètement oublié la trame, on est en freestyle, mais on parle des sujets de fond et je pense que c'est bien de les regrouper comme ça. Il y a un troisième sujet qui est dans la bouche de tout le monde, c'est le bio. Et je sais, en préparant, on a vu que tu as un avis assez intéressant par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà Rungis, les nouveaux pavillons bio, et on est aussi très curieux d'avoir ton avis sur le bio. D'abord, Rungis fait du bio comme Monsieur Jourdain de la prose sans le savoir. Quand je suis arrivé, j'ai demandé un état du bio en 2012 et il y avait déjà énormément d'entreprises, plus de 80, qui faisaient du bio
en tout ou partie. Spécialisés, des grossistes spécialisés dans le bio. Personne ne le savait. Et quand, là aussi c'est l'approche un peu économique et scientifique du sujet, quand j'ai regardé les stats, j'ai vu que le bio ne se vendait que dans 2 réseaux à l'époque, qui étaient la grande distribution, où il était majoritaire, et dans les réseaux spécialisés, Biocoop, type Biocoop. Voilà. Qui a sa propre logique, qui gère sa propre logique. Mon ami Gruffat. Qu'on a interviewé. Que j'ai vu, oui. Voilà. C'est mon ami. Et donc, clairement, j'ai dit, c'est injuste. Et donc, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, le seul moyen de frapper les imaginations, c'est de faire un flagship, c'est-à-dire un pavillon spécialisé pour le bio. Et on a construit ce pavillon. On l'a inauguré en 2016. On l'a inauguré avec le président de la République, le ministre de l'Agriculture, Ségolène Royal, il y avait tout le monde. Et il va très bien. C'est si vrai qu'on est en train d'en faire un 2e. D'accord. Ah ouais, donc c'est la preuve que ça marche bien. Et que le bio se généralise dans tous les pavillons. Et donc, en réalité, ce qui faisait sa spécificité militante est en train de disparaître. Le bio devient un peu la norme. Pourtant, on est passé, on doit être à 7 ou 8% des surfaces agricoles utiles en bio. C'est un peu la même problématique que le local. Ça s'adresse à des gens qui sont prêts à payer plus cher, qui souhaitent avoir une attitude d'engagement vis-à-vis du produit. Et ça, c'est très bien. Mais la situation de demain, et là, j'élargis. D'abord, moi, je vais continuer à faire du bio et à en faire de plus en plus. Aucune raison que vous ne trouviez pas des produits bio de qualité dans votre commerce traditionnel. Et donc maintenant, on retrouve de plus en plus de bio sur les marchés, de petits marchés bio. Ben, ils viennent à Rungis, hein, c'est pas grave, hein, ils viennent à Rungis. Alors souvent, ils vous le disent pas. Ils disent, ah oui, je vais chez mon maraîcher, etc. Mais en réalité, ils viennent à Rungis. Tant mieux. Alors, le bio, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est un produit qui a été bien fait, etc. Non, le bio, c'est un label. Et donc, l'avenir du bio va dans 2 directions différentes. La première, c'est que le bio, grâce à Rungis, pas seulement, mais grâce à Rungis, va se démocratiser. Et donc, j'ai bien écouté le ministre de l'Agriculture l'autre jour, on va vers une sorte de label produit à haute valeur environnementale, qui sera un peu mieux que l'agriculture raisonnée aujourd'hui, qui est déjà pas mal, mais peut-être un peu différent. Parce qu'un des problèmes du label, c'est que pour rentrer dans le label, il faut payer. Il faut payer parce que il faut des audits. Il faut investir. Il faut payer parce que, évidemment, par exemple, sur un sujet que je connais bien, qui est le vin bio, si vous ne désherbez pas, il faut désherber à la main. Ça veut dire de la ressource humaine. Donc ça, c'est la première orientation. Et je pense que ça va être majoritaire. La haute valeur environnementale. Je ne sais pas comment s'appellera le label, mais il y aura un truc pour le plus grand nombre où on aura limité les choses que la morale réprouve. Et puis, l'autre direction, c'est le plus bio que bio qui s'adressera aux engagés. Ça, c'est ce que Claude Gruffat appelle la bio. C'est la bio très engagée. Voilà, et donc ça aussi je respecte. Et ces gens-là, et donc quand je discute avec la papesse du bio, celle qui a introduit le bio, qui était à Rungis, maintenant elle est à la retraite, Élodie, qui a introduit le bio en France, Élodie hier, elle me dit, moi je veux du plus bio que bio. Et alors elle a un label qui s'appelle Déméter, qui est très très bien. Et donc évidemment, on peut faire mieux. Mais ça veut dire que les gens, ils sont prêts à investir. Payer plus cher. Exactement. Parce que ça demande un travail énorme. Et donc, c'est ça l'avenir du bio. L'avenir du bio, c'est d'une part la banalisation. Pour l'instant, c'est un avantage compétitif.
je ne suis pas sûr que ça le soit éternellement. Et puis, on voit bien d'ailleurs, il y a Biocoop et il y a Bio C'est Bon. Bio C'est Bon vient d'être acheté par Carrefour après de grandes difficultés. Et même si Biocoop s'est positionné pour la reprise, mais ça n'a pas fonctionné. Et Biocoop, qui est très bon, qui est très pointu, va bien, mais son business model, c'est d'être pointu. C'est deux offres différentes, on est d'accord. On est d'accord. Juste une petite référence. Tu as fait une référence au vin. Je suppose que c'est un produit que tu apprécies particulièrement. Et avec Philibert, en discutant, on disait mais pourquoi pas de vin à Rungis en fait pas... Enfin, il y en a. Je pense, il y en a. Je sais pas s'il y en a en fait. Il y a du vin. Il y a du vin, ouais. Il y a du vin. Ah, d'accord. Mais c'est important. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, non, il y a une institution que tous les grands connaisseurs connaissent, qui est la cave de Rungis, qui est exceptionnelle. Où vous trouvez les meilleurs vins, bien choisis, à des prix défiant toute concurrence. C'est pas le cœur de... Il y en a un peu chez Médélis, qui est très spécialisé en Beaujolais, en Bourgogne. Il y en a de temps en temps à Le Delas, mais c'est pas le cœur de notre réacteur. Le cœur de métier, c'est le produit frais. Voilà, nous, c'est le produit frais. C'est vrai que la question du vin est la suivante. C'est que le vin, chaque produit a ses circuits de distribution. Le vin n'a pas un circuit de distribution aussi simple que les produits alimentaires comme les fruits et légumes, puisque vous avez d'une part la restauration, qui écoule beaucoup de vin, et la restauration, en fait, ils travaillent directement avec des prescripteurs que sont les chefs avec les châteaux, qui ont des contrats entre eux. Donc, ce que vous trouvez à la carte de votre restaurant, c'est souvent le fruit de la discussion d'un chef avec un château, avec les conséquences financières que ça peut avoir. Et puis, mais c'est très bien. Et puis, vous avez les cavistes et la grande distribution. La grande distribution, c'est une fois par an. C'est ce qu'on appelle les foires au vin. Donc, c'est indispensable pour un viticulteur d'être à la foire au vin. S'il n'est pas à la foire au vin, c'est mort. Et donc, vous y trouvez surtout des Bordeaux et des vins de la vallée du Rhône. Vous voyez jamais, pas beaucoup de Bourgogne. Bourgogne va à l'export. Et puis, vous avez les cavistes. Alors, les cavistes, évidemment, il y a ceux qui sont des indépendants, ils viennent à Rungis. Et il y a ceux qui sont sous des enseignes, que je respecte, ils viennent à Rungis, mais pas que. Par exemple, Nicolas, qui a une très belle cave, je la respecte tout à fait. Eh ben, ils ont des accords avec des châteaux ou des producteurs ou des maisons, et puis on retrouve leur vin. Et donc, c'est quoi la place de Rungis là-dedans? C'est une place de niche, c'est-à-dire que à quoi sert Rungis? On sert d'abord à servir les petits restaurateurs qui n'ont pas d'accord du type dont je vous ai parlé. On sert à compléter des gammes qui sont insuffisantes. Évidemment, à Rungis, vous pouvez prendre, pour vous donner un exemple qui va vous marquer, une bouteille de la Romanée Conti. Donc, et vous n'êtes pas obligé d'en acheter demi-palette. Heureusement. C'est pas une demi-palette. Quand vous achetez le DRC, eh ben, vous êtes obligé d'acheter plusieurs vins différents, des Richebourg, des Latache, et donc, clairement, là-dedans, la cave de Rungis tire son épingle du jeu. C'est un très beau produit. Et puis, il y a tous les gens qui ont une carte d'acheteur à Rungis, qui sont spécialisés dans un produit, qui vont à la cave pour pouvoir... Je suis boucher, je propose quelques vins en plus. Compléter l'assortiment. Voilà. Mais les vins, donc tu connais le pourcentage des volumes, mais c'est faible. C'est pas... ça n'est pas... C'est anecdotique. C'est pas anecdotique, mais c'est très faible. Au global, on se posait la question, il y a combien de références qui transitent? Il y a plus d'1 million de références. 1 million. Beaucoup plus, d'ailleurs. 1 million de références, de produits différents qui transitent. On s'en est aperçu quand on a voulu faire notre marketplace. Eh ben, on a vu que c'était très, très compliqué.
très très compliqué. Ouais, d'accord. Oui, de toute façon, il y a toutes les variétés de fruits et légumes, ça va vite. Hein. Une pomme. Déjà. Vous avez le calibrage, la provenance, la variété, l'IGP, etc. Donc, en fait. 1 million, je m'attendais pas à cette énorme, du tout. Énorme, d'accord. Énorme. Et avec tellement de produits, en fait, on se posait la question par rapport aux invendus, et c'est notamment des questions qui nous ont été posées par l'audience. Et il y a Jennifer Tabari via Instagram qui nous demande quel programme avez-vous mis en place pour réduire les gaspillages des produits invendus? Ben nous, on a beaucoup de chance parce que les grossistes sont très avancés, très responsables sur ce sujet. Depuis que je suis sur le marché, on a mis en place un système qui s'appelle le potager de Marianne. Ah oui, on en a parlé ce matin. Qui est formidable, où les grossistes apportent leurs invendus, ils les donnent. On donne entre 600 et 800 tonnes par an de produits, de fruits et légumes essentiellement. Et ensuite, ce potager de Marianne, qui est le grossiste des associations humanitaires et caritatives, redonne gratuitement à toutes les associations qui le demandent, les Restos du Cœur, le Secours catholique, les banques alimentaires, les produits dont ils ont besoin. Donc c'est un bon système et c'est un peu normal parce que nous on est à l'origine du mot clochard. Vous savez d'où vient le mot clochard? Pas du tout, là je sens qu'on va apprendre quelque chose. Eh bien, à Saint-Eustache, au Hall de Paris, il y avait une cloche. Et cette cloche, que j'ai retrouvée, je n'ai pas encore réussi à l'acheter, on l'a sonnée à la fin des halles, et là, les glaneuses pouvaient venir acheter à bas prix, et on les appelait les cloches. Alors là, on apprend quelque chose. Merci, génial. Super, cette anecdote. Voilà. Donc nous, on n'a pas à rougir sur le gaspillage alimentaire. En plus, on taxe lourdement les grossistes qui jettent. C'est pour ça qu'ils ont plutôt intérêt à donner. Voilà. Bien sûr. C'est leur intérêt bien compris. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place récemment ou... Ce que j'ai fait récemment, et on a invité Barbara Pompili à cette occasion, c'est que j'ai augmenté mon aide au potager de Marianne, augmenté la place qui a été multipliée par 3, je crois, pour distribuer des produits invendus. Et donc, ça marche très bien. On est en train de travailler pour avoir un processus d'encartage. Parce que notre problème, c'est qu'on a tout le monde. Hein. On a les petites sœurs des pauvres. On a beaucoup d'associations. Et donc, on va essayer de mettre en place au moins un dispositif où on sait ce qu'on donne, à qui on le donne, comment on fait, etc. Donc, on va beaucoup améliorer notre processus administratif et ça ne nous gêne pas. Quand on peut donner, il faut donner. On est bien d'accord. Est-ce qu'on peut parler du digital pour avancer? Justement, parce que Stéphane, il évoquait les marketplaces et la difficulté de mettre en place un marketplace avec 1 million de références. Et on a vu plein d'initiatives autour du digital, notamment dans les contextes du confinement, du Covid, mais pas que. Donc à la fois un B2B, mais même un B2C. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus en détail ces initiatives-là? Rungis livré chez vous, je crois, c'est ça? Moi, j'ai souhaité vraiment internationaliser le marché, le digitaliser, l'étendre, le densifier. Ça fait partie de mes orientations stratégiques. La digitalisation, ça fait plusieurs années, depuis 2016 environ, qu'on avance sur le sujet. Donc, on a eu une première étape avec la création d'une marketplace, qui est un succès, qui est extrêmement visité, et où les gens ont la possibilité de créer des boutiques et de présenter leurs produits. Ça, c'est B2C ou B2B? B2B. Donc, oui, c'est un marketplace. Marketplace, c'est Rungis Market. Rungis Market. Quand il y a eu le confinement, on a eu un problème, c'est qu'il y avait dans les champs des produits qui allaient sans doute pas être écoulés. Et donc, avec la Chambre régionale d'agriculture, la région, on a essayé d'écouler ces produits. Et en même temps, il y avait des personnes qui avaient peur de sortir, qui étaient totalement confinées. Et donc, on a voulu faire
service public, c'est qu'on a fait du B2C pour la première fois avec le Rungis livré chez vous. Ça a été un carton, un grand succès. On a fait plus de 26 000 paniers. Ça marchait très bien. On a été aidé d'ailleurs par une section du service national obligatoire que le général Menawin m'a mis à disposition. Super. Donc c'était un truc super, avec très peu de défauts, un logiciel qui marche très bien. Simplement, je me suis engagé quand je l'ai fait, puisque mes clients sont des détaillants, de ne pas faire concurrence à mes détaillants. Et dès la fin du confinement, j'ai arrêté. Voilà. De façon brutale, Rungis livré chez vous. C'est pas la mission de Rungis de vendre directement. C'est pas ma mission. C'est pas ma mission. Les gens qui faisaient ça continuent à acheter sur le marché. Ils s'appellent Fou du Frais. Et tant mieux pour eux. Mais c'est pas la marque Rungis qui le fait. Alors, est-ce que on va en rester là? Non. Il y a plus de 80 initiatives sur le marché en B2B. Digital pour aider les gens. Maintenant, il y a des opérateurs qui achètent à Rungis et qui, c'est un sujet qui est difficile pour moi, qui achètent à Rungis et qui livrent le particulier. Mais c'est des opérateurs comme si c'était des détaillants. Oui. Alors, le seul problème, c'est que je fais un peu la guerre pour que le terme Rungis ne soit pas utilisé parce que d'abord, c'est une marque déposée. On a un accord avec la ville de Rungis. Enfin, les choses sont claires. Et ensuite, évidemment, nous ne voulons pas avantager, puisque 93% des Français considèrent que Rungis, c'est la qualité, c'est connu par tout le monde, etc. On ne veut pas avantager les gens qui mettraient Rungis dans leur marque. Donc là, actuellement, on est en train de travailler sur la propriété intellectuelle pour mettre ça un peu... Protéger l'utilisation et cadrer l'utilisation. Pour la cadrer. Maintenant, si les gens signent un accord de distribution sélective avec nous là-dessus, ça peut se regarder, mais nous ne souhaitons pas l'utilisation de façon sauvage du terme Rungis, parce qu'un jour, on va se retrouver avec des produits dégueux sur la table du consommateur. Avec marqué Rungis. Et donc ça, c'est pour ça que je ne souhaite pas que cette marque Rungis soit distribuée de façon aventureuse, comme l'imaginent certains. Et donc, voilà. Et enfin, dernier point, nous, on va faire évoluer sans doute notre marketplace, mais je vous en parlerai plus. C'est trop tôt pour vous en parler. Mais le moment venu, je vous en dirai. Quand tu seras prêt, on fera un plat du jour. Tu parlais de la mission des Rungis, justement, d'être facilitateur, d'aménager l'espace pour faciliter la vie des opérateurs du marché. Je suppose que dans les digitales, c'est un peu pareil. Vous avez peut-être envie de prendre ces leaderships pour montrer un peu la voie aux grossistes, aux acteurs. Daniel, c'est vraiment... la preuve que tu as compris l'écosystème Rungis, c'est que nous sommes, vis-à-vis de nos opérateurs, une place de marché, et on souhaite rester une place de marché virtuelle. En réalité, quand on entend Miracle & Co dire les places de marché, qui a inventé les places de marché? Ce sont les marchés. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle place de marché. Très bon point. Mais on comprend que du coup ça reste dans le cadre B2B et pas B2C, parce que c'est pas la vocation de Rungis de vendre aux particuliers. Et du coup ça fait la transition avec la question qu'on se pose, mais qu'on a commencé à comprendre. Quel est le modèle de Rungis? C'est pas de vendre aux particuliers, économique. Le modèle économique, c'est de créer des infrastructures et de proposer des services pour que ces vendeurs, acheteurs... Ça, c'est le modèle économique de la Semaris. Le modèle économique de Rungis, c'est de faire levier pour que les consommateurs, les utilisateurs et les revendeurs puissent avoir accès à une alimentation de bonne qualité, traçable et, si possible, dans des conditions de logistique impeccable, c'est-à-dire d'être capable de livrer les gens en toutes circonstances sans qu'il y ait de rupture de la chaîne. Et donc, ça, c'est le business model des mines, c'est d'être en fait un moyen de faire vivre tous les métiers de bouche
parce qu'on leur facilite la vie l'échange avec les produits qu'ils peuvent acheter. Donc ça, c'est tout à fait indispensable et je pense incontournable. Ensuite, le business model de la Semaris, j'ai coutume de dire, il est triple, je suis fermier général, je prends des péages à l'entrée, voilà. Je suis taulier, donc ça, c'est pour les acheteurs. Je prends des loyers à mes opérateurs et je suis surtout prestataire de services. Je vends à mes opérateurs toutes sortes de services divers et variés qui vont des fluides en passant par l'électricité jusqu'à des choses beaucoup plus complexes comme le marketing, comme des questions comme les questions digitales, etc. Bien sûr. Donc il y a une espèce, on va dire, d'équipe centrale des Rungis, une espèce d'agence interne qui peut accompagner les opérateurs sur le marketing. Nous, on essaye, en tout cas, je ne sais pas si on y réussit, mais on essaye de mutualiser toutes les fonctions centrales qu'une PME ne peut pas se payer. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous prenez même un gros grossiste de Rungis, c'est très lourd pour lui de faire du marketing. C'est très lourd pour lui de faire de la publicité. C'est pas son métier. La mutualisation nous permet de faire des choses intelligentes à grande échelle. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de vous parler, de communiquer. C'est que en expliquant mieux le métier des gens, eh bien, on les valorise beaucoup mieux. On est bien d'accord. Il vous confie un budget pour faire la promotion ou ses clarifications sur l'activité de Rungis, mais pas en revanche de parler de leur marque. Vous n'êtes pas une agence non, pour eux. On fait appel à des agences. D'accord, c'est intéressant, même pour nous dire. Combien de salariés aujourd'hui Semaris? C'est plus de 200 salariés? Il y a 260 salariés si on compte Toulouse. Ah, un incluant Toulouse. Donc ça, pour bien comprendre, tous les jours, il y a 18 000 personnes qui fourmillent sur Rungis, mais ça, c'est le personnel des grossistes et des acheteurs. Et par contre, salariés propres de la Semaris, c'est 200... Il y a 250 personnes, un peu moins, 240 personnes au sens de la loi Pacte. Et si on rajoute Toulouse, il doit avoir une cinquantaine de salariés. On parlait de marketing, justement. Quels sont les enjeux pour toi autour de la marque Rungis? Est-ce qu'elle est déjà... Tu t'as donné un chiffre tout à l'heure, j'ai pas bien retenu, sur la perception de la marque. Je crois que tu as dit... D'abord, la marque, c'est une création de la Semaris. Hein. C'est un actif de la Semaris. Cette marque, on travaille dessus depuis des années. On a fait évoluer notre territoire de marque, qui est maintenant partagé la valeur du monde. On a reçu un prix pour ce territoire de marque, un des prix les plus importants dans l'univers du marketing. Et cette marque-là, c'est un actif considérable. C'est un actif qui me permet de faire payer toute la communication et de ne pas la payer. Souvent, les gens viennent me dire « vous voulez pas me prendre un encart ? On voulait pas être sponsor de telle émission ? Vous voulez pas faire ce... » En fait, non. En fait, on va au salon des lieux de tournage, on gagne de l'argent. On s'associe avec des marques, on gagne de l'argent. C'est le contraire. En fait, Rungis, c'est un trésor national. Et ce trésor est bien connu des Français. 93% le connaissent, 91% considèrent que Rungis égale qualité. Ça, c'est ma question. D'accord. C'est que notoriété, c'est évident, mais en plus une image positive. Très positive. D'accord. 91%. Et qui s'améliore dans le temps. Et donc, clairement, évidemment, ça a une grande valeur. Ça déçoit tous mes amis communicants. Il est rare que je paye pour m'associer aux gens. J'attends plutôt des royalties. Avec nous, c'était une exception, en fait, les petits deals qu'on a signés ensemble. C'est une exception, bien sûr. On n'a pas payé. Non, on garde ça pour nous.
En fait, on parlait du savoir-faire de la Semaris, donc sur la gestion de la logistique, la gestion des infrastructures. Et à un moment donné, avec Philibert, en creusant le sujet, on a vu qu'on arrivait même à exporter ces savoir-faire parce que le Rungis, la Semaris, se développe à l'international avec plein de projets. Et notamment, on évoquait avant l'enregistrement même des projets au Brésil. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous, on ne s'imaginait absolument pas. Daniel s'est mis à pleurer à ce moment-là. Moi, quand je révèle à São Paulo, j'étais tout content. Est-ce que tu pourrais nous parler de la présence des Rungis à l'international et de tous ces projets qui rayonnent un peu partout? D'abord, Rungis, on a un know-how incroyable. On est les seuls. D'abord, on est les spécialistes du froid et même du grand froid. Donc, la logistique du froid. Là, il y a une expertise. C'est une expertise. Quand j'entends qu'on achète très cher des congélateurs, nous, on sait les faire. C'est un gigantesque frigidaire, Rungis. Ça va intéresser le gouvernement pour la gestion des vaccins, d'ailleurs. Peut-être, je ne sais pas. Et donc, deuxièmement, faire un marché, ça n'a l'air de rien, mais ça ne s'improvise pas. Tous ceux qui ont voulu le faire, français ou étrangers, je ne vais pas parler des Français, mais je vais en tout cas parler des Français, ont raté. Et nous, on a le secret de savoir réussir un marché international qui réussisse à la fois la traçabilité, la gestion et la logistique. Et donc, ce savoir-faire, ce know-how, on le vend partout dans le monde. Et donc, là, je suis très heureux parce que je viens de signer, il y a quelques jours, un contrat avec l'Ouzbékistan pour construire pour de vrai un marché, 3 marchés, à Tachkent, Samarcande et Ambujan. Sympa. Et donc, clairement, c'est pour la Semaris, une recette annexe, mais c'est très important aussi pour la France, bien sûr, en termes de visibilité internationale. On est considérés, nous les Français, comme les maîtres du goût, les maîtres du produit alimentaire. Eh bien, ça, le fait d'être capable de construire des marchés de gros et de les remplir dans le monde, c'est formidable. Et donc, on a des projets qui vont des Philippines, en passant par le Vietnam. Et quand je dis des projets, c'est des choses sonnant et trébuchant. On a eu un accord bien connu avec Moscou. On est en Hongrie. Évidemment, on est au Kazakhstan et en Ouzbékistan. On travaille en Afrique. On essaye de faire des choses au Kenya, au Brésil. Maurici, mon ami qui gérait le marché de Sao Paulo, m'a demandé de moderniser son infrastructure. Donc dans le monde entier, on nous demande d'intervenir. Et quand on n'intervient pas, c'est raté. et concrètement, votre prestation, c'est du conseil. C'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie, conseil. Et après, vous travaillez avec des boîtes de BTP, peut-être d'ailleurs françaises. Peut-être que vous emmenez des opérateurs français. On travaille avec des opérateurs français. On travaille avec des grands opérateurs français. La Caisse, Engie, il y a Aegis. Et ça, on a beaucoup de très grands opérateurs et de maîtres d'œuvre qui nous accompagnent à l'international, et des financiers, évidemment. Et dans tes équipes, tu disais, sur tes 200 salariés, plus de 200 salariés, tu en as combien qui sont... Une équipe d'une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Dédiées à l'international. Voilà. C'est très chouette. Ça, c'est quelque chose qu'on ignorait complètement. Et ça marche très bien. Dès qu'une délégation étrangère vient à Rungis, elle tombe amoureuse du marché. Ça marche à tous les coups. C'est clair. Et 6 mois après, j'ai un coup de fil de l'autorité du pays qui me dit on pourrait pas construire En général, c'est souvent le président, le premier ministre. Ouais, c'est ça doit être assez haut. Vous pourriez pas nous faire la même chose Oui, mais c'est très intéressant. Ce que tu dis, c'est que la France occupe déjà cette place de référence de la gastronomie mondiale, du goût. Ça serait intéressant et stratégiquement pour la France d'être aussi la référence de la logistique du goût, du froid et de l'alimentaire. Bravo. Moi, je savais pas. C'est super intéressant. Et ils sont très successful. Je suis par ailleurs, au niveau international, président de l'Union mondiale des marchés. Ah, bravo. En tout cas...
depuis juillet dernier. Et donc, forcément, tu diriges le plus grand, le plus vieux et le plus sûr des marchés du monde. C'est par élection. Il y a un sujet moins joyeux, mais qu'on doit aborder quand même, c'est les Covid, l'impact que ça a eu sur l'activité de Rungis. Évidemment, là, on n'est pas au cœur, au moment plus important du Covid, que je pense que c'était pendant le printemps, c'était peut-être plus difficile à gérer, même si les restaurants restent fermés et l'impact sur la filière, il est important. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision de ces derniers mois, ce que vous avez mis en place pour aider D'abord, moi, je répète toujours la même chose. C'est que la chaîne alimentaire a tenu face à Rungis. Mmh. Ça, c'est la base. Ensuite, pour toutes mes équipes, et je veux leur faire un petit coup de chapeau, c'est double travail. C'est-à-dire que il faut faire tourner le marché, mais en plus, il y a des tas de choses à faire. En plus, tous les jours, pour la prophylaxie, pour les mesures barrières, pour gérer les flux, pour parlementer avec les uns et avec les autres. C'est une période psychologiquement très difficile. Enfin, est-ce que Rungis va moins bien ? Est-ce que Rungis va mieux ? Eh bien, je vais vous répondre très simplement. On va faire une année qui ne sera pas une année exceptionnelle, mais on ne fera pas une mauvaise année. Parce que ce qui ne se mange pas quelque part, se mange ailleurs. Et donc, évidemment, on a beaucoup de souffrance, de compassion, de proximité vis-à-vis des grossistes alimentaires qui gèrent la restauration. Mais Paris n'est pas la France et la restauration n'est pas Rungis puisque ça ne représente que 13% du chiffre d'affaires de Rungis. Et donc, évidemment, il y a plus des 2/3 des entreprises qui ont fait une bonne année. Les commerçants de bouffe. Voilà. Alors, évidemment, pour ceux qui ne vont pas bien, on les a aidés, on va continuer à les aider. On a été solidaires avec eux. Ça a été jusqu'à 3 mois de loyer exonéré. Exonéré, carrément. Et donc, nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait. Donc, voilà une année qui aura commencé par une réunion à Bercy avec le ministre, où on a mis en place en fait les règles qui préside encore à l'organisation de l'alimentation avec mes collègues de la grande distribution, avec mes collègues du petit commerce, avec mes collègues de l'agriculture, et donc et qui se poursuit jusqu'au 20 janvier dans une période de confinement, mais on a réussi à être très résilient. On est très résilient. Et ça, c'est une des caractéristiques. Le deuxième coup de chapeau, c'est de le faire aux grossistes. C'est une des caractéristiques des commerçants, c'est qu'ils sont adaptatifs. Et en même temps, il faut le rappeler, le gouvernement a joué le jeu. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des apprentissages de cette crise qui vont rester par la suite, des changements peut-être qui vont rester dans la durée ? La gestion de crise, on est très très bon en gestion de crise. On a toujours été bon. Parce que une des caractéristiques du président de Rungis, c'est d'être un organisateur. Toutes mes équipes sont fortes dans l'organisation. Ce matin, mes équipes de presse ont fait une visite presse. L'organisation était huilée comme sur du papier à musique. Donc ça, c'est une de nos caractéristiques. On va être encore meilleur en gestion de crise après la gestion de cette crise, c'est évident. Clair. Nous tous. On s'approche de la fin du podcast. On finit souvent par ces questions autour de la suite, des enjeux pour la suite. Quels sont pour toi les challenges pour Rungis dans les années à venir ? Ou comment tu vois Rungis dans les 5 à 10 prochaines années ? Rungis, demain, va devenir encore plus important. Pourquoi ? Parce qu'on est à la croisée des chemins entre une évolution des tendances alimentaires qui font que nous, on est capable de donner des solutions. Et qu'en même temps, nous avons, je ne vais pas dire un siècle, mais une quinzaine d'années d'avance sur l'évolution de ces tendances. Et donc, sans dévoiler
Ah si, vas-y. Des choses qui vont vous marquer. Je pense que l'évolution de la ville durable, les besoins des Français, la réalité de l'alimentation sur le terrain font que, d'une part, le modèle de Rungis va devenir de plus en plus pro. On est très pro, mais il va être de plus en plus pro. Et qui va faire des petits en France et à l'international. Et que la question de monsieur, dont j'ai oublié le nom, sur les hubs, montre que ça va devenir incontournable. Bien évidemment. Alors, est-ce que ces hubs seront en étoile? Est-ce qu'ils seront en réseau? Je ne sais pas. Mais dans cette stratégie de hub, où le foncier va devenir rare, où on a besoin de vrais spécialistes, où le sourcing va être indispensable, dans un monde qui a faim. On n'a pas conscience de ça parce qu'on vit dans notre petit paradis sans s'en apercevoir. Le monde a faim et manque de produits. Moi, quand je vais en Chine ou en Inde, à chaque fois, on me demande « Est-ce que vous avez tel ou tel produit? Est-ce que vous pouvez nous fournir tel ou tel produit ?» Donc, c'est ça qui m'enrage. C'est quand je vois les Français ne pas réussir à l'international. Il y a toutes les raisons de réussir à l'international. Et donc, tous ces atouts-là, à condition d'être gérés de façon assez précise, de garder une vision stratégique à long terme, de rester bâtisseur, d'investir. Toutes ces raisons-là font qu'il n'y a pas de raison que le modèle de Rungis s'atrophie. Au contraire. D'abord, il a tenu en 50 ans malgré l'irruption de la grande distribution. Il va tenir... Il a trouvé son positionnement par rapport à ça, d'ailleurs. Il va continuer à se développer avec le commerce électronique. Rappelez-vous bien, là, ils sont en train de tâtonner, c'est des startups, c'est la Startup Nation, etc. Nous avons le stock et la logistique. On ne peut pas faire de commerce électronique du frais sans Rungis, c'est impossible. Et donc, ça, c'est un avantage considérable. Donc, bien sûr, le commerce va évoluer. Bien sûr, les marchés de gros vont évoluer. Bien sûr, on ne fera pas dans 10 ans ce que nous faisons actuellement. Mais nous travaillons dans l'innovation. Je n'ai pas abandonné le Rungis Green Business. Je n'ai pas abandonné l'idée de l'innovation, parce que je veux que Rungis ait toujours un temps d'avance sur l'évolution économique. Et ça, quand vous réfléchissez à 20 ans, vous évitez beaucoup d'à-coups que connaissent nos clients commerçants. C'est ça l'avantage de la dissociation entre la Cemaris et le marché, c'est que moi, je peux me consacrer à réfléchir à l'alimentation à long terme, pendant que ceux qui doivent être spécialistes du produit et des meilleurs produits vont les trouver et vous les vendre. Bien sûr, c'est notre... On avait une deuxième question par rapport à la suite qui était un peu... Tu as évoqué les nouvelles tendances alimentaires et un peu ta vision, mais nous avons aussi pas mal évoqué, on a parlé de la consommation locale, des circuits courts, du bio. Il y a peut-être une tendance qu'on n'a pas évoquée, c'est la réduction de la consommation des protéines animales et l'augmentation, surtout de la nouvelle génération qui est de plus en plus végétarienne ou flexitarienne. Comment tu vois ça et quel impact sur l'activité des Rungis? Daniel, nous avons le marché le plus vegan du monde. Ouais, on a vu. Avec 2,4 millions de tonnes de fruits et légumes, on ne peut pas faire plus vegan. Mais est-ce que justement vous avez observé à Rungis déjà l'impact de cette réduction? Ensuite, une baisse des volumes dans les pavillons viande? Non, alors là encore, on n'est pas précis. C'est le malheur de beaucoup d'informations diffuses et les réseaux sociaux n'améliorent pas ça. On veut entendre la vérité. Soyons précis. Non mais... Nous, on ne va pas baisser la consommation de viande. Il n'y a pas assez de viande.
Et les éleveurs sont de moins en moins nombreux. C'est un métier de chien. C'est horrible. Oui, c'est horrible. J'en discutais avec Christiane Lambert. Il faut se lever le matin, le soir, pas de vacances, etc. Voilà. C'est horrible. Donc ça, c'est le premier point. C'est que déjà, quand on me dit « Ah oui, et ça », le produit va devenir rare. Ce qui est rare est cher. Ouais. On est sur un marché. Donc, qu'est-ce que je constate? D'abord, c'est que nous qui faisons essentiellement de la viande pour les bouchers, de qualité, de qualité, du coup. En fait, notre volume ne baisse pas. Mais les prix? Et les prix sont plutôt en train d'augmenter. Bah bien sûr, c'est normal. Le chiffre d'affaires augmente. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous me demandez est-ce qu'il faut manger du steak haché et faire des bêtes pour faire du steak haché, je ne suis pas certain. Moi, je suis attaché à la profession de boucher parce que ce sont vraiment des orfèvres, des artisans de la viande. Et il reste des gens qui sont des viandards, qui veulent manger de la viande. Bien sûr. Et il y a des gens qui veulent en manger, qui sont des flexitariens, comme je suis. Je veux en manger moins, mais mieux. On était il y a quelques mois, ça fait déjà très longtemps, au salon de l'agriculture avec les directeurs généraux d'Interbev, et on faisait même les parallèles de la viande avec les champagnes en fait, parce qu'on aura une quantité qui va être limitée et les prix qui vont augmenter. On va valoriser le produit et les gens vont consommer moins mais mieux. Exactement. Si Rungis est très attaché au bien-être animal. 2, si vous venez au pavillon de la viande, vous allez voir qu'on ne vend à peu près que la même quantité, mais de races d'exception, avec des éleveurs qu'on connaît, dans de bonnes conditions. 3, on respecte beaucoup les gens qui ont d'autres valeurs, y compris vegan, et on vend des produits vegan à Rungis qu'on trouve au pavillon bio, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous sommes un marché, nous croyons dans la liberté du commerce et de l'industrie, et c'est le consommateur qui décide avec ses jambes. Et c'est le consommateur qui va faire évoluer les choses dans un sens ou dans un autre sens. On arrive vraiment à la fin et on a 3 questions plutôt personnelles, on va dire. La première, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et les entrepreneurs adorent les histoires d'échecs, apprentissage et des réussites. Et donc, pour toi, quel était ton plus gros échec ou apprentissage avec Rungis et ta plus grande fierté et réussite? Ça, c'est des questions que j'aurais dû préparer avant. Désolé, on n'envoie pas les questions. Bon, celle-là, on peut s'y attendre, on la pose tout le temps. C'est compliqué. L'échec... Oui, je suis trop loin. D'abord, il n'y a pas d'échec. Il faut arrêter les Français, les jeunes Français, il faut arrêter de leur apprendre l'échec. Il faut leur apprendre la réussite. Il n'y a pas d'échec, simplement, il y a des expériences qui sont formatrices. Par exemple, la marketplace, ça a été difficile. Je ne dirais pas que c'est un échec. On va la transmuter. Mais clairement, la digitalisation, c'est compliqué. C'est pas un échec. Et on réussit pas du premier coup. Exactement. Et d'ailleurs, Karl Marx, qui n'a pas que des défauts, disait on apprend toujours de ses échecs. On est d'accord. C'est très important. Et donc, moi, si vous voulez, je considère pas que les choses sont des échecs. Je considère qu'on a des expériences et qu'à un moment donné, il faut un rétex sur ces expériences. Et quelle était l'expérience la plus riche en apprentissage? C'était celle du marketplace, peut-être? Ou... Je pense qu'une des périodes les plus riches en apprentissage, c'est celle que nous connaissons actuellement. 2020. Non, oui. Parce que là, il faut taper sur toutes les touches du piano. Franchement, l'histoire du Covid, il y a tout. Il y a la com, il y a l'organisation, il y a le droit, il y a la finance. C'est une expérience extrêmement riche. Et j'espère, et on va être là, on va tenir, et on sera là pour alimenter, nourrir les Français et partager la valeur du bon. Parfait. Génial. On a une autre question rituelle dans le podcast, à la fin du podcast, c'est quel conseil donnerais-tu à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe? Alors là, moi, je pense que d'abord, c'est un secteur qui est plein d'avenir, que c'est très important de faire une analyse de marché. Souvent, les gens viennent me voir,
Je reçois, j'accepte de recevoir des jeunes qui ont des idées. Je trouve, on a un incubateur, Rungis & Co, qui marche très bien, où on a sorti plein de choses formidables, plein d'innovations qui viennent de Rungis. C'est incroyable. Eh bien, je peux vous dire que si un jeune vient me voir, je lui dirais, c'est bien, ton idée est bien. C'est quoi le marché ? La première chose, c'est une bonne analyse de marché. Ensuite, ne pas se décourager. Parce que j'ai dit, il n'y a pas d'échec. Il y a que des expériences. C'est clair. C'est logique d'entendre le président de marché dire que l'étude de marché est importante. Et c'est bien, tu as raison de le rappeler. Non, mais moi, c'est évident. Ce qui est bizarre, c'est que ce qui me frappe quand les jeunes viennent me voir avec ils ont souvent une idée. L'idée n'est pas mauvaise. Parfois, elle n'est pas claire dans son expression. Ça doit poser question. Donc, ça vaut le coup d'aller voir des amis, d'expliquer son truc et de dire « Mais pourquoi je fais ça ?» etc. Parce que souvent, il y a des trucs, mais je sais pas pourquoi ça les motive, mais ça ne marche pas. Et troisièmement, bien sûr, il faut avoir un business model, mais le business model ne suffit pas. Je pense que il faut savoir s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce que vous allez vendre. On va terminer avec notre dernière question rituelle qui est plutôt un cadeau à notre audience, aux auditeurs qui sont restés jusqu'à là. Ça fait quand même 1h48 qu'on discute. On a pu sentir que tu apprécies la bonne nourriture, les belles... Ça se voit. Non, t'es passionné, t'en parles bien. T'es passionné, surtout les vins. Est-ce que tu as des bons plans bouffe? Et je pense que les gens seront preneurs d'avoir les bons plans du président des Rungis, des bons plans bouffe, mais ça peut être un restaurant, mais un livre, un film, une série. Donc j'ai écrit un livre avec mon ami Gilles Pudlowski, qui sont les 50 meilleures tables de Paris et de la région parisienne. Vous pouvez vous y reporter, c'est chez Lafon. Et c'est un super bouquin. Franchement, il y a de tout. Il y a des tables étoilées et de la bistronomie. Et c'est formidable. Mais sinon, des bons plans bouffe, il y en a. Tu nous as parlé d'un resto à Rungis, La Marée, le resto de poisson. La Marée, c'est exceptionnel. J'ai entendu le meilleur restaurant de poisson. C'est le meilleur restaurant de poisson de Paris, ça c'est sûr. En tout cas, les poissons sont les plus frais. Et il y a aussi la cantine du Troquet et la Loyau qui sont exceptionnels, qui sont des très bons restaurants. Et là, il faut un cabis pour y aller. Les particuliers ne peuvent pas y aller par définition. C'est interdit, c'est réservé aux professionnels. Il faut avoir une carte d'acheteur ou un titre de travail à Rungis. Est-ce que Stéphane Layani, président de Rungis, après son passage à Rungis, deviendra critique gastronomique peut-être par la suite? On ne sait jamais, ou restaurateur. Restaurateur, ouais. Ou sourceur. Je vais vous dire, le conseil que j'aurais dû dire aux jeunes, il faut faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, et il faut le faire avec passion. C'est le plus beau des moteurs. On va terminer sur ces mots-là. Merci beaucoup Stéphane pour le temps que tu nous as consacré et toutes ces explications sur Rungis. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Si le podcast vous a